GT World Challenge Europe a repris ses droits le week-end dernier sur le circuit du Paul Ricard pour la première épreuve 2025 avec l'Endurance Cup et les 6 heures, les fameuses 6 heures du Paul Ricard qui étaient de retour cette année, et une course qui aura été très animée en piste avec une belle victoire de l'écurie WRT qui retrouvait la plus haute marche du podium dans le Var pour la première fois depuis 2012. Un succès attribué à Kelvin van der Linde, Charles Weerts et Hugo De Wilde sur la BMW M4 GT3 Evo numéro 32. Les 6 heures du Paul Ricard qui vont être le thème de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info avec nos plus et nos moins. Et pour cela, je serai évidemment avec Laurent Mercier qui était présent avec moi sur le circuit du Paul Ricard le week-end dernier. C'est parti! Bonjour Laurent, on est rentré de cette première épreuve du GT World Challenge Europe 2025, donc la manche Endurance Cup du Paul Ricard qui a ouvert cette année la saison. On sait que Monza était traditionnellement la manche d'ouverture, mais avec les travaux qui ont eu lieu notamment il y a quelques temps sur le circuit italien et la petite refonte du calendrier, c'est donc l'épreuve du Paul Ricard sur 6 heures, de 18h à minuit samedi, qui ont ouvert cette saison, Laurent, une saison qui est partie sur les chapeaux de roue, avec presque 60 voitures en piste, 59. Et une course encore une fois très animée dans le Var, et pour cela donc on va faire un petit peu les plus et les moins. Et Laurent, je te propose de commencer par un plus général de ce rendez-vous, c'est l'affluence, parce qu'on a quand même été relativement surpris par l'engouement. Alors certes c'était les vacances dans la zone du circuit du Paul Ricard, mais l'engouement était vraiment là dans le paddock, puisqu'il y a eu plus de 31 000 personnes sur le meeting. Salut Pierre, belle affluence, une météo un peu mitigée, même si dans l'ensemble ça s'est quand même plutôt bien passé. Il n'a pas plu pour la course, on va dire, pour le GT3. Voilà, il n'a pas fait très chaud, mais il n'a pas plu. Beaucoup de monde, beaucoup de GT, je pense que c'est ce qui a aussi fait venir le public assez très nombreux samedi pour la course. C'est sûr que le timing n'est pas forcément habituel pour ces courses au Paul Ricard. On a eu pas mal d'années, plutôt fin mai, début juin, donc avec une météo un petit peu plus chaude. Mais là, non, beaucoup de monde et un paddock ouvert. Je pense que c'est aussi ce qui fait le succès du championnat, c'est qu'avec pour un prix abordable, tu avais accès à tout. Donc, tu as accès au paddock, tu peux approcher les voitures, tu as accès au paddock GT4, tu as accès au paddock GT2, tu as accès au paddock GT3, Lamborghini Super Trofeo. Et c'était un meeting en plus, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas dans le passé. C'était un meeting 100% GT avec plus de 140 voitures. Et puis, quand tu vois les marques en piste, forcément, ça attire et ça fait rêver. On peut souligner aussi, Laurent, les efforts de SRO Motorsports Group sur l'expérience pour le public. On a vu notamment une fan zone avec écran géant, on a vu des chaises longues, du merchandising. Enfin, on voit vraiment, c'est un peu ce que t'expliquait Stéphane Rattel dans l'interview qui est paru la semaine dernière avant l'épreuve, et ce que Stéphane a également rappelé lors de la conférence de presse de présentation de la saison. L'accent est mis sur cette expérience fan maintenant que le championnat est plus que sur un rythme de croisière. Le souci jusqu'à présent, c'était un peu l'identité du championnat qui a commencé en 2011 sous le nom Blancpain Endurance Series. Après, on est passé à Blancpain GT Series. Après, on est passé à Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Donc, si tu rajoutes en plus les déclinaisons sprint et endurance, alors là, tu t'en sors plus. Donc, je pense que l'identité maintenant est bien meilleure. Tu vois, les bandeaux de pare-brise sont marqués GT World. Donc, au moins, c'est clair. Même si du côté des Siro, si on peut trouver un partenaire, notamment pour les bandeaux de pare-brise, ça permet d'avoir un partenaire supplémentaire, mais je sais que Stéphane l'avait dit dans l'interview, il n'est pas forcément pour, on va dire, vendre le branding du championnat. Et là, GT World, ça parle à tout le monde, sachant que le GT World, tu l'as aussi bien en Europe qu'en Asie, qu'en Australie et qu'aux États-Unis. Et je trouve que là, l'identité visuelle est maintenant bonne et tout le monde comprend. Laurent, le point positif suivant, alors sans revenir sur le déroulé exact de la course, ça vous avez pu le suivre évidemment, ou en direct, ou si vous avez lu les différents résumés sur Endurance Info, mais WRT a réalisé une vraie bonne entame de championnat. On a vu que le passage avec BMW, la confrontation avec Rowe, qui est une équipe bien plus rompue au GT de Munich que WRT. Mais cette fois, WRT a damé le pion à l'équipe allemande. Et on a vu un excellent équipage qui a été largement remanié par rapport aux saisons précédentes, puisqu'il ne reste plus que Charles Weerts. Kelvin van der Linde et Hugo De Wilde ont largement répondu présent. Bon, si Kelvin van der Linde, c'est pas une surprise de le voir à ce niveau. Par contre, pour Hugo, c'était sa première épreuve en GT World Challenge Europe Endurance Cup en tant que pilote officiel BMW et donc avec WRT.
Et il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Il a tout de suite été dans le rythme. Donc pour moi, c'est un gros plus. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le choix est le même. Je pense pas qu'on puisse dire autrement. Je veux dire, Go, il y a quelques années, roulait en monoplace en ouverture des championnats, justement des championnats SRO. Et maintenant, il se retrouve à rouler dans une voiture pro. Alors, en plus, dans une voiture pro, pas n'importe quelle voiture pro, parce que c'est quand même c'est quand même un gros challenge parce que c'est la numéro 32 et que c'est forcément la voiture de pointe du team WRT qui, cette année, engage moins de voitures dans la classe pro, puisque c'est la seule. Forcément, tu roules avec Charles Weerts, que Hugo connaît très bien, et un Kelvin Van Der Linde qui fait partie quand même des top drivers en GT. Donc forcément, ça doit rajouter un petit peu de pression. La mission, elle a été remplie à la perfection. Je veux dire, solide, pas une erreur, propre, enfin rien à dire. Rien à dire. Et c'est quand même à souligner parce que je pense que c'est pas forcément facile quand tu es jeune pilote, que tu arrives dans un univers comme ça, professionnel, que tu débutes, que tu as quand même la lourde tâche de remplacer Dries Vantors, ce qui est quand même pas rien. Tu sais comme moi en plus que le Paul Ricard, c'est quand même un circuit à contact au niveau des dégagements. Et si tu te souviens, les 2 dernières années, en plus pour cette BMW de numéro 32, ça s'est quand même mal goupillé. Oui, Donc rarement de réussite. Ouais, Charles avait été quand même pris avec différents contacts avec des voitures dans le passé. Je pense que Hugo De Wild, ça fait partie des très gros plus du meeting. Et le deuxième très gros plus, si tu restes dans l'équipe, bah, c'est WRT, parce que tu disais que c'est une belle entame de championnat, mais faut même aller plus loin. C'est une belle entame d'année. Tu gagnes les 24 heures de Dubaï, tu gagnes les 6 heures d'Abu Dhabi, tu gagnes les 12 heures de Bathurst. Tu fais une 4e place en WEC au Qatar avec la catégorie Hypercar. Tu fais un podium en LMGT3 au Qatar, toujours en WEC. Et là, tu gagnes une entame de saison. Donc, je sais bien que WRT va changer de locaux dans les semaines qui suivent, mais j'espère que l'armoire à trophées qui est déjà bien garnie, bah, il va peut-être falloir ajouter une étagère de plus parce que les trophées depuis le début 2025, bah, ça sans faute, tout simplement. Sans faute, et aussi pour la BMW M4 GT3 Evo. Hein. Alors certes, elle n'était pas à Bathurst, mais ensuite elle a brillé en 24 heures Series en début d'année. Et là, ouverture de l'Endurance Cup, et il y a déjà les résultats. Donc le produit proposé par BMW va dans le bon sens pour les pilotes et pour les équipes. Ouais, et tu peux te dire que les 24 heures de Dubaï, les 6 heures d'Abu Dhabi, enfin, il n'y a pas le même niveau quand j'étais World Challenge Europe. Donc tu peux te dire, ouais, ok, c'est une victoire facile, mais je pense qu'en endurance, il n'y a aucune victoire qui est facile. Il faut déjà aller au bout, puis qui plus est à Dubaï avec un trafic important. Alors oui, tu as peut-être moins le stress des concurrents qui sont au même niveau, tu as peut-être moins de voitures pour la gagne, mais il faut-il encore aller au bout. C'était la première course d'Al Zubair aussi avec la BM, et donc voilà, donc il faut surtout pas sous-estimer la victoire de Dubaï. Mais ouais, c'est un sans faute, pour le team WRT. Ouais. Et pour les BMW, comme tu l'as dit, puisque je pense on en reparlera peut-être au niveau des plus, mais les BMW dans l'ensemble se sont quand même bien comportés aussi dans les autres classes. Même si le premier abandon ou l'un des premiers abandons, c'est une BMW. C'est vrai. Mais enchaînons tout de suite le plus BMW avec la Silver Cup, hein, Laurent, puisqu'effectivement, Ouais. paradine compétition avec le trio Kellett et Brahim Clark s'est imposé dans une classe toujours aussi relevée. Hein. C'est peut-être là où on peut aussi trouver beaucoup de surprises, hein, avec des pilotes qu'on connaît un peu moins, mais qui ont, eux, vraiment les dents longues, hein, en général des jeunes pilotes. Il fallait, avec une structure débute pas, mais qui n'est pas non plus la plus expérimentée du championnat et qui passe à 2 voitures en plus cette année, puisqu'il y a également la 991 en Bronze Cup. Mais là, le trio a fait une course quasi parfaite. Hein. C'est la deuxième voiture à un tour, donc c'est vraiment très proche des positions de tête quand même. Et il a fallu se battre. On va coupler, hein, avec ce plus, Laurent. Il a fallu se battre contre, là, une vraie surprise, la Corvette Stellar Motorsport, qui elle débutait. Ouais, exactement. Et juste pour rebondir sur Paradine Compétition, il faut penser aussi donc que la voiture en Bronze Cup a gagné, hein, a fini deuxième, pardon, parce que c'est Kessel qui a gagné. Ouais, ouais, avec Dan Harper, Sean Gelael et Darren Long, qui est un peu le maître d'œuvre de Paradine Compétition, qui était jusqu'à présent, enfin en début d'année dernière, associé à Century Motorsport, qui continue même dans le championnat, mais sous son propre nom. Les BM ont brillé et la belle surprise aussi, et comme tu le dis, c'est la prestation de la Corvette. Jusqu'à il y a une semaine, on savait même pas forcément qui allait rouler dans cette Corvette parce que normalement il y en avait deux qui devaient rouler. En fait, il y en a plus qu'une. Et en Bronze Cup. Et ouais, exactement. Et donc là, on se retrouve avec une voiture en silver avec Kieran Jewis qui s'est imposé la semaine précédente en British GT chez Two Seas Motorsport, Lorcan Anafin qu'on a vu pas mal aussi, notamment sur des Ferrari, et Mathis Lismond qui arrive de chez Come To You. Et pour être honnête, quel crédit apporter à la première course de Stellar Motorsport avant le départ, bah, un peu un point d'interrogation. Et je pense qu'on aurait pu
Si déjà on avait terminé dans le ventre mou, on aurait plutôt dit ouais, c'est quand même une belle première prestation. Et là, c'est plus que ça parce que c'est une deuxième place en silver pour la seule corvette du plateau. Et l'équipe qui débute dans le championnat avec un équipage qui débute sur la corvette. Donc franchement, ça fait aussi vraiment partie des plus. En écho, hein, Laurent, cette belle prestation de la Corvette, complétée en Asie par une victoire à Sepang pour JMR hein, en GT World Challenge Asia, donc le clan Corvette qui débute en Asie, en Europe cette saison. Réalise de bons débuts. Pour conclure sur la Silver Cup, Laurent, puisqu'on y est, on peut souligner la troisième place de Saint-Eloque Racing, avec là aussi un équipage qui s'est complété sur le tard, mais qui a su trouver la bonne alchimie. Lorenz Le Certua, avec Ivan Klimenko déjà présent, lui, chez Saint-Eloque l'an dernier, et le revenant Lucas Légeret. Au final, ça fait un nouveau podium pour l'équipe de Sébastien Chetaille. Et oui, et alors, c'est un beau podium en Silver Cup et il faudrait regarder dans les statistiques. Si tu prends la saison dernière, je crois que Saint-Eloque a dû monter sur le podium de chaque course dans les différentes classes où ils étaient engagés. Et je pense qu'il faut remonter un peu loin pour pas avoir une Audi Saint-Eloque sur un podium. Hein. Donc ça prouve aussi, Pierre, que l'Audi, qui évidemment est quand même, on va pas se mentir, qui est quand même en fin de carrière, bah elle a toujours, cette voiture a toujours son mot à dire. C'est la moins chère, mais avec une BOP correcte, bah ça peut encore jouer devant. Autre plus, Laurent, de cette première manche du GT World Challenge Europe Endurance Cup au Paul Ricard, le clan Porsche, puisque le podium au général et en pro hein, est complété par la numéro 96 Rutronic Racing de Sven Müller, Patrick Niederhauser et Alessio Picariello, et la numéro 22 du Schumacher CLRT de Jan Guven, Lorin Heinrich et Klaus Bachler. Les Porsche ont bien joué en début de course sur l'arrêt sous full coursiello et se sont donc immiscés aux avant-postes. Et après, ont longtemps été en bagarre avec la McLaren numéro 58, Garage 59, sur laquelle nous allons revenir par la suite. Si les McLaren, elles, n'ont pas brillé par la fiabilité, les Porsche, elles, ont su rester aux avant-postes et conserver le tempo. Et ça fait un double podium. Si Schumacher CLRT avait déjà été sur le podium l'an dernier au Nürburgring, Rutronic Racing, là c'est une bonne entame après une saison très compliquée et vraiment pas chanceuse en 2024, Laurent. Ouais, t'as tout dit. Rutronic, l'année dernière, le début de saison, jusqu'à temps que l'équipe mette le doigt sur ce qu'allait pas, ça a été très compliqué. On passera sur l'épisode du Nürburgring avec la poussette de Le du mot est Ferrari. faible, le mot est faible, et la poussette, si. Mais bon, donc c'est une belle entame de saison. Et pour l'équipe de CLRT de Comme-le-Dogar, bah, l'an dernier, si tu te souviens, ça avait été compliqué alors que la voiture jouait aussi devant avec un petit problème lors d'un arrêt. Et là, ça a été, c'est aussi une belle perf. Ça fait 2 Porsche sur le podium. Alors, je vais un peu relativiser quand tu dis bonne prestation d'ensemble des Porsche. Oui, alors, je vais temporiser avec le pro parce que pour moi, il y a une équipe qui est passée totalement à côté. C'est Pure Racing. Pure Racing, franchement, passé totalement à côté. Richard Litt inexistant dans le relais de départ. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y avait un souci sur la voiture? Alex Malikin, qui passe en LMP2 cette année, nulle part. Je ne sais même pas si elle est dans le top 30 ou alors si elle est dans le top 30, ça va être à la fin du top 30. 30e, 25, 30. 30e, Ah, bah, voilà, 30e. la 911 30e, ouais. 30e. De là à ce que l'équipage soit au niveau d'un Jan Guven, Lorin Heinrich et Klaus Bachler, non. Sur Racing, on attendait quand même un peu mieux. Donc c'est un petit peu le seul bémol en pro de la maison Porsche. Il y a deux marques, Laurent, qui ont été plutôt présentes en début de meeting, notamment en qualification, hein, avec Mercedes et Lamborghini. Mercedes qui a notamment signé la pole position avec la numéro 48 de Lucas Sauer, Matteo Cheroli et Maro Engel. Mais les deux marques n'ont pas su concrétiser en course, puisque la première Mercedes termine 4ème, cette même numéro 48 Mamba, hein, la voiture avec la décoration serpent du Mindfilter, qui derrière qui on retrouve le Winward Racing. Mais après on a eu une petite boulette chez GetSpeed, notamment pour la numéro 17 où on retrouvait Jules Gounon, avec une pénalité qui a fait mal en début de course. Après, je pense que Jules vous l'a un peu expliqué aux commentaires, mais visiblement le temps de relais a mal été calculé et une interprétation du règlement qui était visiblement pas la bonne. Mais oui, les Mercedes n'ont pas été à leur avantage. C'est la première fois depuis 2021, je crois, qu'il n'y a pas de Mercedes sur le podium au Paul Ricard. Et chez Lamborghini, Laurent, ça a été encore une fois malheureusement compliqué, alors que la vitesse était présente, que ce soit pour Vincenzo Sospiri Racing ou Grasser. Ouais, exactement. Donc là, deux moins du coup. Oui, là, 2 mois. À relativiser pour Mercedes, évidemment. Ouais, alors je vais mettre un plus moins quand même pour Mercedes pour la 48, avec le plus pour Matteo Cheroli, qui n'est pas pilote officiel Mercedes, mais qui roule quand même avec 2 pilotes officiels Mercedes, que sont Lucas Sauer et Maro Engel. Et Matteo Cheroli, on avait plutôt l'habitude de le voir dans une Porsche.
ces dernières années où il était très bon. On l'a vu chez Lamborghini où il était très bon, mais il y a d'autres paramètres qu'on fait qu'en fait on l'a pas vu parvenir sur le côté hypercar parce que je pense que là on va plutôt être dans le moins. Mais bonne perf de Matteo Caroli sur la Mercedes parce qu'il roule aussi face à des pilotes qui connaissent quand même très très bien la voiture. C'est quand même un vrai plus. Et après, ouais, comme tu l'as dit, chez Gatsby, la voiture de pointe, la voiture de Jules, qui est partagée avec Fabian Schiller et Lucas Stolz, bah, on s'est un peu emmêlé les pieds dans le tapis avec le maximum, le temps maximum qui était de 61 minutes et qui était porté à 5 minutes supplémentaires dans le cas d'une neutralisation. On a bien eu un full course yellow, mais qui était d'une courte durée. Donc là, il n'y a pas l'extension de 5 minutes et on a un peu mal calculé le truc du côté de chez Gatsby parce que c'est pas la seule voiture de Gatsby à avoir été impactée par une pénalité. Je sais plus, je crois que c'est la 3 donc, qui a dû être impactée aussi, il me semble, qui a dû prendre une pénalité pour ça. C'est ça. Finalement, dans un championnat comme ça, quand tu prends une pénalité comme ça et que tu es décalé après, c'est difficile de remonter et finalement, bah, cette numéro 17, bah, elle termine à la 13e place. Donc c'est sûr que ça fait des points en moins pour le championnat, sachant en plus qu'il y a eu une distribution de points supplémentaires, enfin différente parce que c'est une course de 6 heures. Donc là, ouais, c'est un petit couac, même si là, les pilotes n'y sont pas pour grand-chose, évidemment. Mais c'est le petit couac de Mercedes. Et pour Lamborghini, écoute, je pense qu'on peut souligner la perf de VSR quand même, avec Franck Pereira, Sandy Mitchell et Marco Mappelli, qui est le même équipage qu'on a vu à Spa il y a 2 ans, avec Kepax. Et le retour de VSR en pro en endurance. Hein. Exactement. Et je pense que l'entente entre Franck Pereira et Marco Mappelli, parfaite. On l'a vu l'an dernier chez Grasseur. Exactement. Et puis là, Grasseur qui voit le retour de Mirko Bortolotti, qui roule avec Luca Hensler et Jordan Pepper. Et on avait deux Lamborghini. Et du coup, celle de Bortolotti termine 12e et celle de VSR termine 14e, parce qu'il y a eu une pénalité pour un track limit en fin de course. On sait que c'était limité à 6. Je crois que les deux Lamborghini sont suffisamment expliqués en piste. Je ne sais pas si tout a été propre. Ça, c'est un autre débat. Il faisait nuit, donc on va dire que personne n'a rien vu. Je pense que VSR a montré qu'il fallait compter avec l'équipe. Un autre moins pour ma part, pour le clan Ferrari, on n'a pas beaucoup vu en fait, hein, tout simplement. Les deux Ferrari en pro, hein, la numéro 50 d'Élisée Odono, Antonio Focco, Arthur Leclerc, la numéro 51 qu'on attendait forcément, hein, au vu de l'équipage Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pierguidi, 15e et 16e au final, dernière voiture dans le tour, bah, une course transparente. Donc pour moi c'est un moins au vu de ce qu'on connaît de F Corset et de la capacité des équipages. Certes la numéro 50, il y a peut-être aussi la découverte complète du championnat pour Arthur Leclerc, mais là il y avait peut-être il y a pas que ça quoi. Là clairement ça manquait de perfo sans doute pour les deux 296 GT3 en pro. Ouais, alors c'est sûr que comme tu dis, la 50, il faut peut-être que Élisée Odono se mette un petit peu et Arthur Leclerc aussi à la voiture pro et au championnat, même si Élisée Odono roulait dans le championnat l'année passée, mais en sprint, avec Thomas Fleming. Mais à la 51, ouais, c'est un peu une surprise. Par contre, quand tu as Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pierguidi, forcément, tu t'attends à jouer devant. On a cru quand même, on a eu une lueur d'espoir en début de course. Les voitures ont quand même été assez discrètes en essai, ce qui est régulièrement le cas de Ferrari. Et on sait que les Ferrari fonctionnent plutôt bien au Paul Ricard. Et une lueur d'espoir en début de course où on a bien cru que ça allait bien remonter. Et après, il y a eu un drop, ça s'est mal goupillé. Et bah, il y a aucune des deux Ferrari dans les points. Je suis assez d'accord. C'est un mot, ça fait partie des moins. Laurent, on va changer de catégorie puisqu'on va passer à la classe Gold, où on a vu les voitures Gold à leur avantage dans le classement général, hein, tout au long de la course, notamment la numéro 58, la McLaren du garage 59, où l'on retrouvait notamment Louis Prett, qui était associé pour cette épreuve et qui le sera évidemment pour la saison à Dean McDonald et Adam Smalley. On a vu, Laurent, cette voiture briller hein, en début de course avec un Dean McDonald absolument stratosphérique. Enfin, moi, j'ai rarement vu Dean McDonald à ce niveau. On le connaît, hein, les prestations de Dean McDonald sont connues, on sait sa pointe de vitesse. Mais là, quand même, ça a été vraiment assez impressionnant. Malheureusement, et ce n'est pas que pour Garage 59, les McLaren n'ont pas fait preuve de fiabilité puisque, outre la 58, la 59, qui était elle bien placée sur la grille avec Marvin Kirchhofer, a rapidement abandonné au bout de 5 tours. Et dans le clan CSA, c'est la numéro 112 de Edgar Malouagne, Maxime Robin et Sei Sanjay qui, elle, abandonne visiblement sur un problème de turbo. Laurent, le clan McLaren en délicatesse sur la fiabilité, mais avec une très belle prestation de Dean McDonald. Alors, plus ou moins pour toi ?
Le clan McLaren dans sa globalité, et on reviendra peut-être plus précisément après sur la victoire en gold de CSA. C'est un peu comme Mercedes, c'est plus et moins, on va dire. Garage 59, ouais, alors là, il n'y a rien à dire. C'est sûr que Dean McDonald était bon et l'équipage qui est pourtant engagé en gold avait même, je pense, un bon coup à jouer au général parce que Adam Smalley et Louis Prett, ça va quand même très vite. Et il y a eu un problème électrique au moment où je crois que c'est Louis Prett qui était au volant, a voulu repartir et ça fait abandon. Donc là-dessus, c'est totalement moins. La voiture de Garage 59, la deuxième, celle de la numéro 59 d'ailleurs, passée à côté aussi avec, comme tu l'as dit, 5 tours. Il y en a une autre qui est passée à côté, qui a été en panne dès le début. C'est la voiture aussi d'Optimum avec James Allen qui termine au-delà de la 50e place. C'est vraiment dur et c'est vraiment moins, ça c'est clair. Et la 188 en bronze aussi qui a été impactée. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Et la 188 en bronze, en plus, avec Miguel Ramos, avec toujours le très bon Miguel Ramos, et qui a été Garage 59, c'est totalement passé à côté du premier meeting. Alors là, c'est une course à oublier. Mais à contrario, le plus, c'est pour CSA Racing, parce que pour être honnête, quel crédit apporter à une équipe qui arrive dans un nouvel univers avec une nouvelle voiture, avec deux voitures, dont une en pro, enfin, qui est passée en gold en cours de meeting, parce que l'équipe a décidé de changer de classification, ce qui est totalement autorisé. On s'est dit, bon, ok, je pense que du côté de CSA Racing, on avait terminé pour une première course sans encombre, sans accident, sans pépin mécanique dans le top 15. Bon, c'était, on va dire, encourageant, tu vois. Et là, franchement, c'est un peu à l'image du Go de Wild pour WRT, ça fait partie de la très, très bonne surprise parce que CSA Racing a été là. Alors évidemment, du côté de l'équipe de Kevin Chanas, on s'est renforcé, on a pris des bons ingés, on a tout ce qu'il faut autour. Et franchement, c'est copie parfaite pour CSA Racing, pour la numéro 111 d'Arthur Rougier, qu'on est très content de revoir à haut niveau après son crash à Jeddah en fin de saison dernière. Et puis James Kell et Simon Gachet. Bon, il y a eu un petit couac, on savait pas trop s'il allait y avoir une pénalité en fin de course, et finalement, il n'y a pas eu de pénalité. Donc c'est Ils ont reçu la pénalité, on va rappeler à ceux qui n'ont pas forcément vu et suivi. Ils ont pris effectivement une pénalité pour une ligne de course non suivie au T1, je crois, T1 ou T2. T2 pour l'échappatoire. Il y avait 10 secondes de pénalité, mais l'équipe a su apporter des éléments contradictoires donc pour faire annuler la pénalité. Ouais, donc c'est une belle 6e place, une victoire en Gold Cup. Je pense que sans le problème de turbo, la deuxième voiture de CSA pouvait aussi monter sur le podium de la Silver Cup. Pas faire du franchouillard, hein, mais très 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 belle prestation des pilotes et très belle prestation de l'équipe. Oui, sachant Laurent, comme on le sait, les McLaren sont pas forcément les voitures les plus simples à gérer. On l'a vu avec les anciennes versions. Mais on sait qu'elles peuvent être très très performantes quand les équipes et les pilotes trouvent le bon compromis. Et là, clairement, CSA, comme tu disais, avec un nouvel environnement technique, après plusieurs années avec Audi, il a fallu un peu travailler fort durant l'hiver, et le travail paye d'entrée. Et il devance quand même des équipages où il y avait aussi du niveau et de l'expérience, parce qu'on sait qu'il y avait Almanar Racing by WRT, donc forcément WRT avec la M4 numéro 777. Il y avait de l'expérience et du répondant en face. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, tu viens quand même te frotter à Garage 59, qui est quand même un peu l'équipe référente McLaren depuis quelques années. Là, tu les as un peu torchés, quoi. Enfin, faut appeler un chat un chat. Faut appeler un chat un chat. Sur ce meeting, tu les as torchés. CSA Racing devance Laurent, moi j'ai envie de le mettre en plus également. Certes, on savait la qualité de Thierry Vermeulen, on le voit depuis plusieurs saisons en GT, d'Harry King également, mais Verstappen.com Racing, l'équipe qui est nommé avec le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, mais qui était exploité par Tout-Sys Motorsport, une Aston Martin Vantage GT3, avec donc Harry King et Thierry Vermeulen, et donc Chris Loulam qui est issu du team Redline, le team e-sport dans lequel évolue Max Verstappen aussi de temps en temps, et qui est donc en alliance avec Verstappen.com Racing. Chris Loulam a réalisé une prestation solide, et au final ça fait deuxième place en gold et top 9 quand on voit qu'il y a autour, parce qu'ils sont quand même juste dans la foulée de Valcanors Motorsport et de Rover Racing. Bravo, sachant que Tout-Sys passait également à l'Aston Martin ce week-end après avoir exploité la Mercedes le week-end précédent en British GT. Pour moi, chapeau, pour moi c'est un plus. Chris Lulam, je suis parfaitement raccord avec ça. Une belle prestation pour quelqu'un qui nous vient du monde du sim racing, alors qui a quand même évidemment l'expérience un peu de sport auto, qui est champion en titre en radical en Angleterre. Laurent, on continue dans ces plus et ces moins du GT World Challenge Europe Endurance Cup et des 6 heures du Paul Ricard pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Laurent, j'ai envie de mettre un
petit plus, on va rester prudent, c'était la première de l'alliance Ford et HRT en GT World Challenge Europe Endurance Cup. Mais la numéro 64 d'Arjun Maini, Yann Mardenborough, qui faisait son retour à temps complet dans la série, et de Thomas Drouet, le pilote français, termine 11e. Certes, les voitures, alors on les a beaucoup vues dans la ligne droite, Laurent, les vitesses de pointe assez démoniaques de la Ford, mais ça rappelle ce qu'on avait vu au Mans, notamment l'an dernier. La Ford Mustang GT3 aime bien mouliner dans les longues portions rectilignes, et la 11e place pour moi est encourageante, parce qu'il fallait forcément pour cette nouvelle alliance trouver ses marques, des nouveaux pilotes évidemment sur cette voiture. Au final, l'alchimie est encourageante. Maintenant, il faut voir sur la durée ce que peut donner cette nouvelle alliance entre les deux entités. Mais pour moi, c'est plutôt encourageant. Ouais, alors bon, évidemment, comme tu l'as dit, la ligne droite du Mistral, la longue ligne droite de plus d'un kilomètre, ça aide. Mais encourageant, c'était déjà bien avec Proton l'année dernière pour la première course de la voiture dans le championnat. Et là, c'est sûr que le changement d'HRT, je pense qu'il faut un petit peu de temps, mais ça fait plus partie des plus, on va dire, que des moins. En plus, si l'équipe débute, les pilotes débutent aussi avec la voiture, aussi bien Arun Meynik, Yann Mardenborough que Thomas Drouet pour la voiture, pour parler que de la voiture pro. Donc il faut aussi que toute cette alchimie se mette en place. Et puis HRT, là par contre, bravo, parce qu'il va falloir s'atteler quand même un sacré programme entre le DTM, le GT Masters, la Nordschleife et le GT World Challenge Europe. Programme complet pour le team de Uberopt. Donc oui, ça peut faire partie des plus aussi, je prends. Autre plus, Laurent, je ne sais pas si tu le prends, mais en Bronze Cup, j'ai envie d'adresser des félicitations, on peut l'appeler comme ça pour ce bilan, au Kessel Racing, la structure suisse, avec premier et troisième sur cette première épreuve du GT World Challenge Europe 2025. Dustin Blattner, Konrad Lorsen, Dennis Marshall, vainqueur de la catégorie, sur la numéro 74, qui a pourtant mal commencé la course, Laurent, tu te souviens, un tête à queue envoyé en tête à queue dès les premières minutes. Mais au final, avec notamment un Dennis Marshall, encore une fois, très rapide, la voiture termine devant, on l'avait évoqué plus tôt dans ce podcast, la BMW numéro 991 du Paradine Competition, et Kessel Racing complète le podium avec Nico Rossi, Nicolo Schiro et David Fumanelli. Kessel Racing, fidèle à son engagement en GT3 et notamment dans les catégories Pro-Am et Bronze, et qui réussit un très bon début de saison. C'est déjà le cas l'année passée au Paul Ricard, si je me souviens bien. L'équipage connaît la voiture, l'équipe connaît la voiture, et c'est quand même beau de mettre les deux voitures sur le podium. Et comme tu l'as dit, Dennis Marshall très bon, Dustin Blattner aussi qu'on avait découvert ici en Europe l'année passée, toujours aussi très très bon. Ça fait clairement partie des plus. Et la numéro 8 avec Rossi, Chiro et Fumanelli, c'est le même équipage que l'année passée. Donc là, il y a vraiment la connaissance. Belle perf aussi. On aimerait toujours, je sais qu'on aime bien taquiner Ronnie Kessel à chaque fois qu'on le voit, mais on aimerait bien revoir Kessel Racing avec une voiture en pro aussi. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Laurent, est-ce que tu as des plus? Parce qu'il il est forcément obligatoire de parler d'un énorme moins sans Bronze Cup, mais avant cela, si tu... Ouais, j'ai quelques. Ouais, tu vois, il y a une marque qu'on n'a pas parlé, c'est Aston Martin quand même. Tu vois, il faut peut-être signaler aussi la 5e place de Come to You avec l'équipage vainqueur des 24 heures de Spa 2024 avec Marco Sorensen, Niki Tim et Mattia Drudi. C'est pas une voiture. Alors c'est le cas depuis l'année passée. C'est jamais une voiture qui domine, mais c'est une voiture qui finalement Aston Martin dans sa version Evo est toujours là. Tu vois, la 5e place, on l'a peut-être pas vue pour la course, pour la victoire, mais elle est là. Elle est ni avantagée ni désavantagée. Et puis, tu as l'autre Aston Martin en pro aussi, celle de Valkenhorst, avec Christian Kronies qui revient cette année dans le championnat, David Pittard et Enrique Chavez, qui termine 8e. Donc, tu as une 3e Aston, on l'a dit tout à l'heure, dans le top 10 avec celle de Verstappen.com. C'est plutôt encourageant aussi, comme pour Come to You, qui va s'atteler au DTM cette année, en plus du GT World Challenge Europe, qui fera rouler une 3e voiture aux 24 heures de Spa, enfin une voiture supplémentaire, pardon. Est-ce qu'on peut souligner aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que là, dans l'ensemble, on n'a pas entendu de grosses plaintes sur la BOP. Alors, on rappelle, il y a eu un changement entre les qualifications et la course, avec principalement impacté la Mercedes et la Lamborghini. Effectivement, il n'y a pas eu, enfin, dans les discussions qu'on a pu avoir, effectivement, une fois l'information publique, j'ai pas senti de gros scandales, quoi. Non, mais alors il faut quand même préciser que cette année, on a un petit peu changé le mode de fonctionnement de la BOP du côté des SRO, où on donne une BOP au constructeur en amont du meeting qui tient compte de ce qu'on pourrait appeler une BOP
optimal ou idéal par rapport au meeting de l'année passée. Et après, on fait des ajustements et les BOP sont envoyés aux constructeurs. Il peut y avoir, les constructeurs peuvent évidemment défendre leurs arguments. Il y a un comité qui vote avec avec le directeur technique des CRO, avec la personne en charge du RACB, une personne indépendante. Il y a un vote et après, il peut y avoir des changements de BOP. Donc là, c'est appelé à évoluer, mais franchement, on n'a pas entendu de scandale, de vrais scandales, même si je sais qu'il y a des équipes enfin pas qui se plaignent, mais qui trouvent que quand on se rend compte qu'un constructeur cache son jeu, que le constructeur en soi, pourtant c'est réglementairement, c'est écrit dans le règlement, mais n'est pas pénalisé ou on lui tape pas suffisamment sur les doigts au final pour pas que ça se reproduise. Mais dans l'ensemble, la BOP était bonne. Et l'autre point aussi qui est quand même très positif à souligner, c'est qu'on a eu une course propre. Je veux dire, il n'y a eu aucun safety car. Tu vois, il y a eu quelques full course yellow de courte durée, le temps d'évacuer des voitures qui étaient tombées en panne en bord de circuit. On a une course propre. Alors, on a une première course de l'année, 6 heures, championnat, on va dire, majeur dans le monde du GT. Une course de 6 heures, une arrivée de nuit, des pilotes qui découvraient leurs équipes, qui découvrent le championnat, aussi bien des pros que des AM. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc ça, c'est un vrai plus. Une course propre. Une course propre, Laurent, mais par contre, il n'y a pas eu de course propre dans le clan Zygosport Tempesta. On est obligé de revenir sur cette bizarrerie, Laurent. On est obligé un peu de l'appeler comme ça au départ, parce que quand on voit quand même les pilotes qui sont sur la voiture, je comprends pas comment Eddie Cheever, comment Marco Pulcini, comment Chris Frogat en sont arrivés à, c'est Laurent, 28 track limit. 28 track limit. 28 track Ouais. limit et les multiples pénalités qui en ont découlé jusqu'à un stop and go de 60 secondes. Il y a quand même eu quelque chose. Alors, si c'est du fait des pilotes, ce qui moi me paraît improbable, mais si c'est du fait du pilote, c'est quand même très compliqué là. Et je t'avoue que j'ai pas d'explication non plus. Alors, comme tu le dis, on parle de Zygo Sport, mais c'est le team Tempesta et AF Corse qui est derrière l'engagement de cette voiture. Et quand tu vois les trois pilotes qui connaissent le championnat, qui sont habitués à rouler, on n'a pas affaire à des branquignoles quand même. Et tu 28 track limite, quoi. Et puis, toutes les 6, parce que tu as le droit à 6, et après, tu commences à prendre une petite pénalité. Puis plus t'en fais, plus la pénalité devient importante. Et tu arrives quand même, comme tu l'as dit, à 28. Oh, 28 sur 6 heures. Et très rapidement en plus, hein. Dès le début de course, le compte est monté très vite, quoi. Quand c'est monté très vite, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et très rapidement, et plus les autres pénalités, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Je crois qu'il y a eu des pénalités dans les stands aussi. Donc, tu dis, mais temps de refueling, ouais, parce que tu dois rester plugué 43 secondes quand tu fais un arrêt, on va dire, normal en termes de carburant. Et là, ça fait beaucoup trop. Donc pourquoi on va forcément aller un peu à la pêche aux infos pour savoir, mais j'avoue que c'est un moins, mais c'est pas un moins logique. C'est étrange parce que l'équipe connaît la voiture. Tu vois, c'est le côté étrange du truc. Tu fais ça avec des pilotes, trois pilotes et une équipe qui découvre le championnat. Tu peux dire bon, c'est un moins, mais ok, tu mets ça sur le compte de la nouveauté. Tu prends Nordic Racing qui débute avec deux pilotes japonais et Eduardo Liberati en pilote, on va dire, référent européen. Il y a eu beaucoup de pénalités, ça n'a pas été simple, mais là, tu peux dire, bon, ok, il faut que la mayonnaise, elle prenne. C'est différent de ce que les deux pilotes japonais, si tu veux, ont l'habitude de faire, de voir en Super GT, hein, que ce soit Nakayama ou Kotaka. Mais là, bon, tu peux dire, ok, il y a eu beaucoup de pénalités pour les track limits, mais bon, ok, mais là, Zygosport, là, tu comprends pas. Là, tu comprends pas. Laurent, pour conclure ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, on va mentionner deux petits éléments, voilà, deux moins évidemment, qui n'ont pas forcément été du goût de tout le monde. Notamment, Laurent, le timing du meeting, mais dans sa globalité. C'est vrai que là, pour le coup, pour certaines équipes, le temps hors piste a été très long. Ouais, donc le timing du meeting, alors je sais bien que c'est pas simple hein, d'arriver à caler tout le monde et d'avoir des horaires, mais qui correspondent bien à toutes les équipes. Mais quand on parle de réduction de coûts, tu vois, les équipes sont arrivées pour la plupart dès le mardi. Ça fait beaucoup et tu prends les équipes GT4 Europe, il y a une journée où elles ont pas beaucoup roulé et elles ont roulé que le soir, je crois, à 17h ou 18h. Donc bon, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut peut-être, je sais pas, retravailler pour que pour que les équipes soient peut-être moins longtemps sur place parce qu'évidemment ça coûte.
quand tu vois l'hébergement et puis tout. Donc bon, ça c'est peut-être quelque chose, peut-être, je sais pas, essayer de repenser, même si je sais bien que c'est pas facile de contenter tout le monde. Là, c'est une question, Laurent, pour conclure sur cette manche du Paul Ricard, sans dire plus ou moins cela, mais plus pour ouvrir le sujet. On sait que Monza était la manche d'ouverture habituelle du GT World Challenge Europe, mais on vous expliquait pourquoi au début les petites modifications de calendrier. Mais la question, est-ce que ouvrir par une course de 6 heures, d'autant plus avec le passage jour-nuit, est-ce que selon toi c'est la meilleure des choses à faire? Comme on l'a dit précédemment, la course s'est très bien passée, il n'y a pas eu de neutralisation, donc c'est signe que c'était bien. Après, c'est sûr que tu peux te poser la question, est-ce que c'est bien d'ouvrir le championnat, enfin d'ouvrir la saison avec une course de 6 heures et une arrivée de nuit? Donc bon, il y a des plus, il y a des moins, mais quand tu vois le déroulé de la course, on peut pas dire que c'est un moins, mais je sais pas, pour avoir discuté avec pas mal de pilotes, les avis étaient assez. Alors, personne n'était très vindicatif, mais les avis étaient assez partagés sur le sujet. Alors, l'année dernière, il y avait eu, je crois de mémoire, qu'une course d'endurance avant les Cross-Trail 24 heures de Spa. Et là, du coup, il y en aura deux, on ira à Monza début juin. Voilà. Donc, bon, donc ça fait deux courses. OK. Donc, est-ce que c'est un moins? Je sais pas, mais voilà. C'est juste on a discuté avec plusieurs pilotes et plusieurs équipes dans le paddock à ce sujet-là. Laurent, nous avons fait le débriefing via des plus et des moins de cette première manche du GT World Challenge Europe Endurance Cup, les 6 heures du Paul Ricard, on le rappelle, remporté par Team WRT et la BMW numéro 32 de Kelvin van der Linde, Charles Wirtz et Hugo De Wilde. Laurent, le prochain rendez-vous du GT World Challenge Europe sera à Brands Hatch pour l'ouverture du sprint au début du mois de mai, mais d'ici là, nous avons ce week-end la deuxième épreuve du championnat du monde d'endurance WEC, les 6 heures d'Imola, où Thibaut se rendra sur place et où nous ferons vivre une nouvelle fois de plus depuis l'intérieur le déroulement du week-end. Laurent, merci pour ce débriefing et on se donne nous rendez-vous très rapidement dans un prochain numéro de Track Limit. À bientôt.